En quelques mots, le podcast proposé par deuxièmeavis.fr. Pour mettre des mots sur les mots, nous donnons la parole aux patients, aux médecins et aux associations de patients. À travers leurs témoignages, ce podcast met en lumière des expériences personnelles, l'expertise médicale et le soutien associatif, offrant à chacun une vision complète et éclairée autour de maladies graves, rares ou invalidantes. Le service deuxièmeavis.fr, c'est un avis spécialisé complémentaire en moins de 7 jours, basé sur un dossier médical complet, 100% pris en charge et sans avance de frais. Notre mission, garantir l'accès à l'expertise médicale pour tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager votre parcours avec nous. Vous êtes ici pour nous parler de votre histoire. À 34 ans, vous vivez avec le syndrome des ovaires polykystiques, appelé également SOPK, qui est un ensemble de symptômes qui traduit un dérèglement hormonal ovarien avec, selon les femmes, une perturbation des cycles, une hyperandrogénie, une présence excessive de follicules dans les ovaires. Vous avez accepté de témoigner aujourd'hui pour que votre partage puisse être utile à d'autres personnes confrontées à cette maladie. Comme à chaque début de nos podcasts, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors donc je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans et dans la vie, je travaille dans une association de patients. Je suis directrice adjointe d'une grosse association qui s'appelle l'Association française des hémophiles. J'y travaille depuis presque 10 ans et à côté de ça, je suis, depuis que j'ai été diagnostiquée, secrétaire générale d'une association qui s'appelle ASSO-SOPK, dont je parlerai de temps en temps dans ce témoignage. Et j'habite en région parisienne. Merci pour cette présentation. Alors, on va d'abord commencer par le parcours médical tout autour de cette pathologie qui est le SOPK. Pour aider les personnes atteintes du SOPK, ainsi que leur famille et leur entourage, pouvez-vous nous raconter comment vous avez identifié ce problème de santé? Bien sûr. Alors, ça fait 12 ans, enfin ça faisait à l'époque 12 ans que j'étais avec mon conjoint et on a décidé de se lancer dans un projet bébé. Et au moment d'arrêter la pilule en avril 2022, je n'ai pas eu de retour de règles. Mais il faut savoir que je prenais la pilule depuis que j'ai presque 14 ans, je crois, en continu, suite à un diagnostic d'endométriose que j'avais eu vers 18-19 ans. Donc j'avais pas de règles depuis 12-13 ans. Et quand j'ai arrêté la pilule, j'ai pas eu de retour de règles du tout. Et comme on entend souvent que des fois avec la pilule, ça dérègle beaucoup, donc faut être un peu patient. J'ai attendu 3, 4, 5 mois. Mais sauf que quand au bout de 8-9 mois, j'avais eu des saignements, mais qui n'étaient pas des règles, je l'ai su après. Mais c'était surtout très anarchique. Et j'ai eu peut-être 2 saignements en 9 mois. Je me suis dit qu'il y avait un souci. Et là, j'ai été consultée un gynécologue spécialisé en infertilité, vu que l'idée était d'avoir un bébé. Donc, la question s'est pas trop posée sur le type de professionnel. Je suis allée voir directement un gynécologue spécialisé. Donc, pour vous, un dérèglement du cycle que vous n'avez pas pu identifier avant, puisque vous preniez la pilule en continu, vous avez réussi à identifier au moment de vouloir un enfant. Tout à fait. Est-ce que vous aviez d'autres symptômes? Alors, j'avais, à l'époque, en tout cas sur les 9 mois d'attente, à part l'absence de règles, en tout cas l'absence d'ovulation et de cycle, non, j'avais rien identifié d'autre. Il y a d'autres choses qui ont été identifiées après, quand on a fait un bilan d'infertilité. En tout cas, moi, je l'ai fait, mon conjoint aussi, mais de mon côté, il y a d'autres choses qui sont apparues. Mais sur ces 9 mois, non, j'ai pas eu en tout cas, j'ai pas identifié à l'époque de problématiques spécifiques qui auraient pu être en lien avec une pathologie type le SOPK. Dans ma tête, la problématique venait de l'endométriose, vu que c'est ce qu'on m'avait diagnostiqué il y a quelques années. Donc, j'avais plutôt ça en tête que le SOPK. Et parce qu'il faut le rappeler, le SOPK est l'un des 3, les patientes atteintes de SOPK ont l'un des 3 critères. Elles n'ont pas toutes les mêmes symptômes. Et par exemple, l'hyperandrogénité, qui est l'apparition de zones pileuses ou de prise de poids ou d'acné,
n'apparaît pas chez toutes les patientes. Exactement. Et moi, j'ai justement ce profil très particulier qui n'est pas le profil le plus commun dans le SOPK. Et j'ai un profil vraiment typique infertilité. C'est comme ça que moi je l'appelle. C'est pas du tout comme ça qu'il s'appelle, mais c'est comme ça que moi je l'appelle. Donc à savoir une absence de règles et des follicules et des ovaires d'aspect polycystique. Mais mes hormones androgènes ne sont pas trop élevées, très très légèrement sur la testostérone, mais c'est pas du tout significatif. Et donc j'ai pas de signe clinique ni biologique d'hyperandrogénie. Et je fais pas de résistance à l'insuline, j'ai pas de surpoids. Est-ce que c'est parce que j'ai une hygiène de vie je fais beaucoup de sport et j'ai une hygiène de vie depuis une dizaine d'années qui est en lien avec mon activité sportive? Est-ce que ça joue ou pas? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas de ces signes-là. Donc j'ai vraiment que des problématiques d'infertilité. Dès les premiers symptômes, donc qui étaient une difficulté à avoir des cycles réguliers, comment s'est passée la recherche du diagnostic? Assez rapidement, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai identifié qu'il y avait un problème, on m'a fait les bons examens de suite. Et je pense qu'en un mois, entre les premiers examens et le rendez-vous chez le médecin, même pas un mois, je dirais peut-être 2-3 semaines, j'avais les informations. Donc, je suis allée voir un premier spécialiste qui m'a fait faire une prise de sang hormonale, prise de sang qui est de base dans un bilan d'infertilité et qui permettait de vérifier s'il y avait toutes sortes de pathologies, qui permettait aussi d'identifier un potentiel SOPK, mais pas que. Et ensuite, avec cette prise de sang hormonale, ce médecin m'a orienté auprès d'un confrère qui était beaucoup plus spécialisé en infertilité et qui pratiquait la PMA. Et ce médecin-là m'a fait faire le deuxième examen nécessaire, qui est une échographie endovaginale. Et en faisant cette échographie, du coup, reliée à la prise de sang hormonale, on a pu voir que j'avais des ovaires d'aspect polykystique très importants. Pour considérer qu'on a des ovaires d'aspect polykystique, il faut avoir au moins un des deux ovaires avec plus de 20 follicules et ou un diamètre de plus de 5 cm pour l'un des deux ovaires ou les deux. Il se trouve que moi, les deux font plus de 5 cm et que j'avais plus de 50 follicules par ovaire. Donc, et relié à un taux d'AMH qui est l'hormone antimullérienne qui permet de doser, en gros, le nombre de follicules de la femme, qui était très, très élevé aussi de mon côté, et avec des hormones de cycle qui étaient assez anarchiques chez moi, on a pu identifier un SOPK, donc en ayant les 2 critères sur 3 des critères de Rotterdam qui permettent d'établir le diagnostic d'un SOPK. Et tout ça se fait vraiment très rapidement. Je dirais entre les 2 rendez-vous, en 3 semaines, j'avais fait mon bilan et je commençais les traitements pour la PMA. Donc, diagnostic posé en 3 semaines. Vous êtes allé voir un premier gynécologue, vous avez fait une prise de sang, ensuite une échographie chez un gynécologue plus spécialisé. Et là, on a posé le diagnostic du SOPK. Exactement. Avez-vous eu besoin d'un avis complémentaire par un spécialiste durant votre parcours? Pas au début. Au début, j'avais moi-même fait quelques recherches de mon côté et j'avais identifié un potentiel SOPK avant d'aller voir ce deuxième spécialiste. Et après, lancé dans le parcours de PMA, j'ai pas forcément pensé à demander un deuxième avis. Il se trouve que quand j'ai commencé un petit peu à me renseigner et que je me suis engagée dans l'asso SOPK où j'ai pu avoir une vision plus large de ce qu'était le syndrome des ovaires polykystiques, je me suis rendu compte que mon profil n'était pas forcément le profil majeur et j'ai eu besoin d'avoir l'avis d'un deuxième professionnel pour confirmer que c'était bien un SOPK, parce que des fois, quand je parlais de mes symptômes, j'avais l'impression d'être totalement en dehors des clous par rapport à d'autres femmes qui vivaient avec le SOPK. Et je sais pas, j'ai eu besoin de ce deuxième avis pour me sentir légitime de dire que j'avais un SOPK, parce qu'au final, en y réfléchissant, j'avais aucun médecin qui m'avait dit vraiment, vous avez un SOPK. J'avais pas entendu ce diagnostic d'un médecin. Et donc, ouais, exact. C'est moi qui l'avais posé. Je savais que je rentrais dans les critères. Mais finalement, mon gynécologue a pas posé ce diagnostic officiellement, écrit quelque part ou dit à l'oral. Et donc, j'ai fait une demande sur deuxième avis auprès d'abord d'un gynécologue pour la partie plus traitement. Je pense que c'était peut-être 1 an après avoir commencé la PMA.
pour voir en fait s'il considérait s'il était en phase avec les traitements que j'avais. J'avoue que ça me permettait juste de confirmer parce que je sais que le gynécologue que j'avais était très compétent et qu'il me proposait les traitements les plus adaptés. Mais on n'est jamais, je dirais, la confiance n'empêche pas le contrôle. Donc j'avais besoin d'avoir cet élément-là. Et j'avais aussi demandé un deuxième avis pour une endocrino pour justement avoir ce papier qui était noté, écrit noir sur blanc que j'avais bien le SOPK, ce qui a été confirmé aussi. Voilà. Donc j'avais besoin de ça pour être un peu alors légitime juste dans mon engagement associatif en fait, plus que dans moi ma propre gestion de la maladie. Et d'entendre bien le diagnostic et puis de partir dans ce parcours avec ce diagnostic aussi bien chez votre gynécologue que dans votre tête, savoir que vous aviez ce syndrome. On parle du SOPK très souvent avec l'infertilité. Vous étiez dans le cœur en fait de ce thème quand vous avez découvert le SOPK, votre SOPK. Comment est-ce que comment avez-vous du coup été pris en charge dans ce parcours contre l'infertilité? Très vite. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle pendant 1 an et demi. Parce que, comme je disais, entre les premiers examens et le premier cycle de traitement, il s'est passé à peine 1 mois. Juste le temps de faire tous les examens complémentaires d'un bilan d'infertilité, qui donc l'hystérosalpingographie, donc qu'on fait systématiquement dans un bilan d'infertilité, et le spermogramme pour mon conjoint. Et en fait, on a commencé les stimulations en février 2023 et j'avais été voir le médecin en janvier 2023. Donc on était vraiment, ça a été très efficace. Et ensuite, j'ai enchaîné les cycles pendant 1 an et demi quasiment, tous les mois, en passant d'abord par des stimulations ovariennes simples, avec soit des cachets, soit des injections à se faire tous les jours, un déclenchement et puis d'ovulation, puis des rapports à la maison, ce qui est la procédure la moins intrusive et la moins invasive pour le couple. Et ça n'a pas fonctionné chez moi. C'était beaucoup trop anarchique. Et donc j'ai ensuite eu un parcours de fécondation in vitro qui a commencé donc en octobre 2023, donc 9 mois après le début de la PMA. Et qui s'est terminé en mai 2024 après 4 cycles, 3 ponctions et 1 transfert sur tout ça. Le transfert a fonctionné et du coup je suis enceinte depuis mai 2024. Donc un accouchement prévu pour début d'année 2025. Alors moi je le savais déjà, je ne vais pas être la personne surprise, mais félicitations, bravo. Merci. Donc une belle joie au bout de tout ce parcours. Tout à fait. Et ce qui m'emmène du coup à la deuxième partie de notre podcast qui est sur le vécu de tout ça. On a vu tout ce qui était technique, qu'est-ce qui s'est passé, mais quel a été votre vécu déjà pour l'annonce du diagnostic et ensuite sur tout le parcours jusqu'à en arriver là aujourd'hui enceinte? Très différent. C'est-à-dire que je pense que mon état psychologique a énormément évolué au fur et à mesure du parcours. Quand j'ai commencé le parcours, alors déjà même avant, quand on a décidé de se lancer dans un projet bébé avec mon conjoint, on s'était dit on n'en parle à personne, on n'en parle pas aux proches. Ça c'est un choix, je sais, qui est fait par certains couples parce que moi j'avais cette envie de vouloir faire la surprise à mes proches. Il faut savoir que j'ai jamais clairement dit à mes proches que je souhaitais avoir des enfants parce que je ne savais pas si je voulais avoir des enfants avant. Pendant très longtemps, j'étais pas forcément sûre d'en vouloir et que même quand on a commencé le projet, je pense que peu de couples sont finalement prêts à 100% se lancer. Et donc on s'était dit comme ça, on se met pas de pression, ça prendra le temps que ça prendra et puis du coup, ça sera une réelle surprise parce que aucun de nos proches n'était au courant que potentiellement on avait ce projet-là. Et donc sur les 9 premiers mois, j'ai un petit peu vécu le fait de pas avoir de retour de cycle très très seule. Je partageais pas du tout
ça, et j'avais pas encore commencé à vouloir me renseigner sur Internet ou aller sur des forums ou échanger avec des femmes qui étaient en parcours dans le même parcours projet bébé, vraiment, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc les échecs et le fait de devoir filer le temps sans avoir la possibilité même ne serait-ce d'essayer d'être enceinte, on l'a vécu à deux avec mon conjoint. Donc, et quand j'ai été diagnostiquée, j'ai tendance à dire que le diagnostic il a été très brutal, pas parce que le médecin a été très brutal, mais parce que en fait j'ai eu 3 diagnostics en un. J'ai eu le diagnostic du SOPK, le fait que je sois infertile et que du coup j'emmenais mon conjoint dans un parcours et dans une difficulté que lui il aurait pu s'éviter vu qu'il n'a pas de soucis de son côté, et qu'on allait rentrer dans un parcours de PMA. Ça fait beaucoup de choses en un rendez-vous en fait. Et du coup, je suis ressortie de ce rendez-vous. Je pense que je me suis mis en mode guerrière. C'est un gros mot, je pense, mais en tout cas à mettre vraiment de côté mes émotions, parce que si j'aurais pu me faire achever par ces 3 informations. C'était beaucoup d'un coup. J'étais toute seule à ce rendez-vous-là. Et j'ai souhaité rester sur la dernière phrase de mon gynéco qui m'a dit je peux vous assurer que depuis le début de ma carrière, toutes les femmes qui avaient votre profil ont eu des enfants. J'ai jamais eu d'échec. Je suis restée là-dessus. Je me suis dit reste sur cette phrase très positive et juste accroche-toi et essaye de mettre de côté tes émotions parce que il t'a aussi prévenu que ça pourrait être long. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. J'étais pas préparée à ça, mais je savais que ça pouvait être long et donc je me suis vraiment mis en mode observatrice de moi-même. Et j'ai commencé le parcours. On a décidé de continuer à le garder pour nous. Alors là, c'était aussi parce que ça a été un tel choc pour moi que je me suis dit mais comment je vais annoncer ça à ma famille? Vous étiez pas prête. J'étais pas prête et j'avais pas envie de leur imposer cette charge mentale quand je voyais à quel point c'était une charge mentale pour moi. Je me suis dit bon, mais enfin vraiment pour moi c'était une annonce tellement négative que je me suis dit je peux pas leur imposer ça. Et j'avais toujours cette envie quand même de faire la surprise, ça reste quand même dans un coin de la tête. Et donc alors après je me suis engagée dans l'association, j'ai créé un compte Instagram, j'ai rencontré d'autres femmes qui étaient dans le même parcours que moi et j'ai pu échanger avec des femmes qui en plus comprenaient parce qu'elles vivaient la même chose. Donc je me suis retrouvée moins enfermée dans ma bulle, mais par contre c'était un soutien d'échange, mais pas un soutien de proche. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est toujours bien d'échanger et de partager son expérience, mais c'est vrai que c'est pas le soutien des personnes qu'on aime et qui nous aiment autour de nous. Donc c'est un peu différent. Et ça a duré de janvier 2023 à décembre 2023, où on a décidé d'en parler à personne. Et en fait, les premiers échecs de fécondation in vitro, autant au début du parcours, les échecs de stimulation simple, ça se gère un peu plus facilement. Autant les échecs que j'ai eus sur la fécondation in vitro, les premiers, ça a été très difficile à gérer. Sur la première ponction, on a eu un embryon qui a été congelé, mais sur cette ponction-là, sur cette FIV-là, j'ai dû avoir 2 ponctions en 48 heures parce qu'il y a eu un problème de déclenchement, j'ai pas ovulé. Donc déjà, se faire opérer 2 fois, j'ai fait une hyperstimulation, je me suis retrouvée aux urgences. Et le transfert qui aurait dû avoir lieu de cet unique embryon le mois suivant, l'embryon n'a pas tenu à la dévitrification. Et en fait, donc c'est un échec. Oui, c'est ça. Donc l'embryon n'a pas pu être transféré et ça, on l'a appris 10 minutes avant le rendez-vous parce qu'ils peuvent pas le savoir avant. Et ça, en fait, ça a été un peu l'élément déclencheur chez moi de me dire je vais pas pouvoir guesser toute seule parce que le cycle suivant, quand on a voulu enchaîner et refaire une stimulation, j'ai pas du tout répondu au traitement, du tout. Alors que d'habitude, avec un syndrome des ovaires polykystiques, la stimulation en FIV fonctionne très bien. On a beaucoup de follicules, donc ils grossissent très bien. Là, on avait pris le même dosage que le mois précédent et j'avais 2 follicules matures, alors que j'en avais eu 35 un mois et demi avant, quoi. Donc c'est
là, vraiment, je me suis dit, le côté psychologique commence à jouer sur l'efficacité des traitements. Et moi, j'arrivais plus à gérer toute seule. Ça fait un moment. Voilà. Mais là, j'étais vraiment, j'étais pas très loin de la dépression, je pense. Je me suis dit, il faut que je me fasse entourer parce que sinon, on va continuer les échecs et j'ai pas envie j'ai pas envie de ça. Et puis même pour moi, j'ai besoin que mes proches soient au courant parce qu'en plus, faut vivre aussi avec les injections tous les soirs, le fait de se faire opérer sans que les proches soient au courant, c'est pas toujours évident à cacher. Et donc, à partir de début d'année 2024, j'en ai parlé un peu plus. Et là, je me suis fait accompagner par mes proches. Et là, ça change tout. J'ai vu le gap où malgré le fait qu'il y a eu des échecs encore après, les échecs étaient je sais pas si c'était plus facile, mais quand on a entouré, là, du coup, ça permet d'extérioriser et de légitimer aussi cet état qu'on peut avoir après un échec. Les proches sont là, ils comprennent, on peut s'appuyer sur eux. Et en plus, j'ai eu des réactions auxquelles je m'attendais pas du tout. Ou comme je vous disais tout à l'heure, moi j'avais l'impression d'annoncer une mauvaise nouvelle parce que j'annonçais que j'avais une pathologie, que j'étais infertile et que du coup, ça pouvait être compliqué. Et en fait, tous les gens, leur réaction, ça a été plutôt de dire mais c'est super, vous avez un projet bébé. Et moi, j'avais complètement omis cette partie-là. Alors qu'à la base, c'était aussi ça que je voulais, avoir cet effet de surprise-là. Et j'ai trouvé ça beau, en fait, comme réaction, parce que je me suis dit, oui, au final, pour eux, ça veut dire qu'on a un projet de couple dans lequel ils vont être impliqués, parce qu'à l'arrivée d'un bébé, que ce soit avec des amis ou dans la famille, c'est toujours ouais, c'est un bel événement. Et donc, eux, ils ont gardé ça en tête. Et cette réaction-là de leur part m'a encore plus aidée parce que je me dis mais oui, en fait tu fais quelque chose de positif. Et là on voit les choses différemment. On passe de je vois le verre à moitié vide à je vois le verre à moitié plein. Et du coup le reste du parcours a été plus facile à gérer émotionnellement. Je me suis quand même fait accompagner par une hypnothérapeute. J'ai fait une séance juste avant la dernière ponction parce que la deuxième ponction a été aussi un échec et là, mon gynécologue m'a proposé, je dis oui. Alors, psychologue, j'étais pas forcément pour, mais hypnothérapeute, je me disais pourquoi pas, ça peut le faire. Puis, j'ai été accompagnée j'ai voir un acupuncteur aussi, et une ostéopathe. Donc, c'est moins l'aspect psychologique, mais ça reste quand même dans le thème parce que c'est des gens spécialisés en PMA et qui comprenaient ce que je leur disais aussi. Permettre de vous détendre et d'évacuer le stress. Exactement, de préparer le corps aussi. Et je sais pas si c'est un lien de cause à effet. Ça me fait plaisir d'y croire. Mais en mettant tout ça en place, la troisième ponction a permis d'avoir deux embryons vitrifiés. Et après, autre point important, c'est que tout ça, je l'ai enchaîné sur plus d'1 an. Tous les mois, j'avais des traitements. Tous les mois, j'enchaînais les cycles, que ce soit sur les stimulations simples comme sur les ponctions. Et donc, en février 2024, quand on a eu 2 embryons congelés, on avait prévu un voyage au Japon avec mon conjoint au mois d'avril. Et la question était, est-ce qu'on fait le transfert avant le voyage ou après le voyage? On était déjà un peu limite en termes de timing, parce que moi, je voulais pas faire de test de grossesse au Japon. C'est un peu compliqué. J'avais peur de pas réussir à lire les résultats. Et puis, on s'est dit, on n'est pas à 3 mois près, ça fait plus d'1 an. Laissons-nous le temps. Donc, moi, j'ai fait une pause de 3 mois, ce que j'avais pas fait depuis 1 an et demi. Une pause où du coup je me posais plus la question de savoir si j'allais avoir mes règles ou pas. Je savais qu'elles ne reviendraient pas parce que je n'ai pas de cycle sans traitement, donc j'étais préparée à ça, mais en même temps je ne les attendais pas. Et donc j'ai fait vraiment 3 mois off, totalement de traitement, où on a bien profité de notre voyage au Japon et on a fait le transfert au mois de mai, et transfert qui a fonctionné. Donc je pense que tout ça a joué aussi. Tout ce qui a été mis en place sur le début d'année 2024 a fait que quand j'ai eu mon transfert en baie, j'étais dans un état qui était beaucoup plus propice à l'accueil d'un embryon que si j'avais eu un embryon au mois d'octobre ou novembre, où là j'étais psychologiquement prête, mais pas forcément aussi positive et sereine que je l'étais au mois de mai.
Et maintenant, avec le recul de ce vécu, si vous aviez à donner un conseil à quelqu'un qui vit le même parcours que vous, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Ah, et faites ce que je dis, mais pas ce que j'ai fait. Hein. Entourez-vous. Alors, je dis pas forcément des proches parce que je suis pas sûre que si je devais refaire, j'en parlerais à mes proches de suite parce que si je l'ai pas fait, c'est que j'étais pas prête. Oui. Par contre, s'entourer. Et on n'est pas obligé de s'entourer et d'avoir le soutien de sa meilleure amie ou de ses parents parce que c'est pas forcément les personnes les plus propices à l'instant T. Mais s'entourer de personnes qui comprennent ce qu'on vit. Parce que dans un premier temps, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, d'avoir des personnes en face de soi où on n'a pas besoin d'expliquer la totalité du protocole avant qu'elles puissent comprendre ce qu'on vit. Et quand on a beau dire tout ce qu'on veut, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre totalement tant qu'on l'a pas vécu. On peut être d'un soutien infaillible, mais comprendre la souffrance et tout l'impact que ça a sur la vie quotidienne, si on l'a pas vécu, c'est pas possible et c'est normal. Et heureusement, encore heureux, je suis très heureuse que mes proches ne comprennent pas ça, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu et tant mieux pour eux. Et du coup, je dirais ouais, s'entourer, ne vraiment pas hésiter de s'entourer. Professionnels de santé, association, hein, parce que moi l'association, mine de rien, était vraiment un échappatoire aussi pour moi. Professionnels de santé autres, professionnels de techniques complémentaires qui sont des fois spécialisés dans le parcours, compte Instagram, forum. Alors forum, on fait un peu attention parce que des fois il y a à boire et à manger hein, même. Mais moi, je sais que la posture que j'avais sur les forums faisait que ça m'apportait quand même beaucoup de bien et mine de rien beaucoup d'informations. Et la deuxième chose, c'est même si c'est dur de se le dire, se dire que annoncer une maladie, c'est jamais drôle. C'est en effet potentiellement apporter une nouvelle un peu triste à la famille, mais que la charge mentale est tellement importante que c'est aussi important d'avoir ses proches à ses côtés à un moment donné. Oui. Pour pouvoir être soutenu, ne serait-ce que dans les emplois du temps, ne serait-ce que être comprise quand on est fatigué. Oui, parce qu'à cacher, c'est. Moi, je sais qu'il y a des moments où je me souviens très bien que l'année dernière, j'ai fait 2 anniversaires, dont le mien. Le mien et celui de mon conjoint, à 4 mois près, 2 jours avant une ponction. Donc, ça veut dire avoir les hormones au plafond. Au plafond. Et être stressé sur ces 2 événements, de peur que le sujet enfant vienne sur la table, de peur qu'on voit que je me faufile aux toilettes pour faire des piqûres. Et ça a pas loupé sur le deuxième, sur l'anniversaire de mon conjoint où c'était un déjeuner en famille. Il y a eu un membre de la famille qui sans connaître quoi que ce soit, m'a parlé d'un parcours, m'a dit en gros, ah, tiens, en fait, j'ai une amie, elle est en parcours de PMA depuis 3 mois et là, elle a réussi à être enceinte naturellement, c'est super. Elle m'a dit ça comme ça. À 2 jours d'une ponction où vous avez un taux d'ostradiol qui est au plafond et facile à entendre. Voilà. J'ai fini en pleurs aux toilettes, mais je peux pas vouloir à personne, ils n'étaient pas au courant. Et du coup, elle a appris l'information de cette manière-là. Donc, si on peut trouver une manière un peu plus douce et sereine de l'annoncer aux proches, c'est mieux. Après, ça restait aussi une manière de l'annoncer. Elle a été présente à ce moment-là et je leur remercie. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais ça évite de se mettre dans ce genre de situation. J'aimerais vous poser une question peu posée actuellement au sujet de votre conjoint. Comment a-t-il, lui, vécu votre parcours? Alors, il a vécu en deux phases. C'est vrai qu'on ne pose pas beaucoup la question pour les conjoints qui sont des fois un peu oubliés dans ce parcours-là. Donc, en 2 phases, parce que alors les premiers mois, donc les 9 mois avant que j'aille voir un gynécologue, il était très serein, mais parce que pour lui, c'était un projet qu'on avait lancé, on n'avait pas, il n'y avait pas forcément d'impatience particulière, et c'était pas alarmant pour lui que les cycles soient si anarchiques, parce qu'encore une fois, à ce moment-là, j'avais quand même eu des règles 2 fois en 9 mois, et je pensais que c'était des règles, et ce n'était pas le cas, mais
Donc pas forcément inquiet plus que ça. Le jour où je lui ai dit j'ai pris rendez-vous quand même, il était en phase avec ça, mais pour voir ce qui se passait, mais rien de vraiment pas inquiet du tout. Oui. Voilà. Ensuite, sur les phases de stimulation simple, en fait, les conjoints sont moins intégrés dans la partie médicalisée. Moi, ils m'accompagnaient pas au rendez-vous d'échographie qui ont lieu toutes les 48 heures pour voir comment réagissent les ovaires au traitement, parce que c'était vraiment pas nécessaire que moi, c'était déjà suffisamment compliqué pour moi de m'organiser le matin. Je ne voyais pas lui imposer ça et vraiment j'avais pas besoin de sa présence à ce moment-là. Donc il était un petit peu plus en retrait et je pense que vraiment il y avait ce côté, il se rendait pas compte, même si on en discutait à chaque fois et que tous les soirs je faisais un récapitulatif de ce qui avait été dit par le médecin, mais toute l'attente que nous on peut subir entre chaque échographie pour voir comment réagissent les follicules, cette charge mentale là il l'avait pas, donc il était encore une fois très serein. Voilà. Bon, je me souviens qu'il m'avait dit cette phrase. On a quand même beaucoup de chance dans notre vie, on n'a jamais eu de problématique particulière en 12 ans. Bah là, c'est vrai qu'on a un projet qui est un peu plus difficile. C'est pas grave, on avance et puis on finira par y arriver. Donc toujours très positif et vraiment serein ce qui m'a beaucoup aidé moi aussi à garder du bien à entendre. Ouais, exactement. Parce que ça m'a permis aussi de gérer mon impatience. Je suis très patiente de base. Mais vous savez, quand ça fait 1 an et demi et qu'on a des traitements tous les jours, bon, il y a un moment, on a quand même envie que ça avance. Donc c'est vrai que sa patience et sa sérénité m'ont beaucoup aidé m'ont apaisé moi aussi de mon côté. Et ensuite vient les fécondations in vitro où là, les conjoints sont quand même beaucoup plus impliqués dans le processus, évidemment. Ils sont présents sur le jour de la ponction. Il y a le recueil de sperme et il y a mon état de mon côté qui a été sur les 2 ponctions sur 3 où j'ai fait une hyperstimulation et j'étais vraiment dans un mauvais état et où lui ça l'inquiétait. Donc il y avait le fait qu'il se rendait beaucoup plus compte de ce que je subissais parce qu'il y avait les anesthésies générales et les conséquences des opérations derrière. Donc je l'ai senti plus inquiet, mais plus inquiet pour moi que sur le fait que ça allait fonctionner ou pas. Sur le projet. Ouais, exactement. Et sur les échecs, je pense qu'on était tous les deux, on se soutenait tous les deux parce qu'on était tous les deux très tristes à chaque fois que ça fonctionnait pas. Et on se soutenait l'un l'autre. Pour le coup, je me souviens de discussions qu'on a eues après les différentes les appels du médecin qui dit l'embryon n'a pas tenu, par exemple, ou que il n'y a pas eu d'embryon à la fin de la ponction. C'est vrai que j'ai des souvenirs de moments où on se soutenait l'un l'autre, on encaissait la nouvelle et ça aidait aussi à repartir des deux côtés. Donc je sais qu'il y a certains couples pour qui c'est compliqué et je comprends pourquoi. Je pense que c'est un combat qu'on vit à deux et si on n'arrive pas à le vivre à deux, qu'on n'est pas soutenu l'un l'autre, autant le conjoint qui soutient la femme qui a les traitements que l'inverse. C'est difficile d'avancer. Nous, je sais que ça nous a soudés. Je pense, en tout cas, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que je sais pas si c'est difficile de souder davantage. Mais en tout cas, ça nous a confortés dans l'idée qu'on avait tous les deux très envie de cet enfant, qu'on portait dans notre projet, dans le fait de vouloir fonder une famille et qu'on était très en phase avec ça. Et quand je vois qu'en fait, il n'y a pas eu de moments difficiles de couple pendant ce projet-là, on se dit qu'on a très certainement trouvé la bonne personne aussi. Donc au final, moi, j'en tire du positif pour le couple et je le vois aussi sur la grossesse actuelle où ça a été tellement de stress pendant le parcours de PMA qu'on est tous les deux excessivement zen et sereins pendant la grossesse parce qu'elle se passe bien, parce qu'il n'y a pas de difficulté et que ça fait aussi du bien en fait d'être dans un parcours de tout ce qui est plus classique. Et moi, j'ai très envie de continuer dans un parcours classique sans difficulté. Donc tant que je n'ai pas de complications et que il n'y a pas de signes alarmants, je ne m'inquiète pas. Et lui, il est un petit peu du même avis.
Donc, du coup, on est très, très sereins tous les deux sur la suite. J'avais une dernière question pour la fin. Y a-t-il des ressources ou des démarches que vous recommanderiez particulièrement aux patientes atteintes de SOPK? Alors, une principale, n'attendez pas 2 ans pour consulter. Surtout si le diagnostic est déjà posé. Parce que les recommandations officielles sont que quand le diagnostic du SOPK est posé, on peut rentrer dans un parcours alors de PMA ou pas forcément, en tout cas de soutien à l'ovulation et de soutien à la fertilité dès 6 mois à 9 mois d'arrêt de pilule. À partir du moment où le diagnostic est posé et que la femme sait qu'elle n'a pas des cycles réguliers, c'est pas la peine de continuer à faire des essais pendant 9 mois. De toute façon, si on n'a pas de cycle, on peut pas essayer d'être enceinte, c'est pas possible. Donc, dans un premier temps, si vous savez que vous avez un SOPK, arrêtez, et que vous arrêtez la pilule si vous êtes sous pilule et que les cycles sont très anarchiques pendant 6 mois, commencez déjà à prendre un rendez-vous avec un médecin. Ça coûte rien, il vous fera faire votre bilan d'infertilité de couple. Et le temps de faire le bilan d'infertilité de couple, on arrivera à un temps de 8-9 mois où vous pourrez être mis sous traitement. Ça, c'est ma première recommandation spécifique pour les femmes qui ont le SOPK. Et après, au niveau des ressources, j'orienterai vers le site internet de l'association et notre compte Instagram. On propose beaucoup de choses. Sur Instagram, il y a aussi beaucoup de comptes de PMA qui peuvent être très utiles, qui partagent leur propre expérience, leur propre parcours et qui permettent aussi de se préparer. Moi, ça m'a beaucoup préparé au protocole que j'allais avoir du médecin. Je me suis beaucoup renseignée, comme ça, quand je suis arrivée devant le médecin et qu'il m'a parlé des différents protocoles, je comprenais ce qu'il me disait. Et pour moi, c'est très important de comprendre ce que dit le médecin pour pouvoir dire oui si je suis d'accord et dire non aussi à mon médecin si je suis pas d'accord. Et de passer le troisième point, c'est être actrice de sa prise en charge et de sa santé et de pas subir dans le sens accepter sans comprendre ce que propose le médecin. Pour moi, c'est indispensable. Et donc, sur les ressources, c'est vrai que j'oriente facilement vers les réseaux sociaux, SOPK, où on peut avoir toutes les informations, avoir également de l'aide de l'écoute, je suppose. Tout à fait. Et également des événements qui sont faits sur toute la France pour informer et pour soutenir. Exactement, il y a toutes les informations là sur le site internet. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? Oui, je pique encore une phrase de mon gynécologue qui dit dans le parcours, dans mon profil, il m'avait dit à la fin du premier rendez-vous, après la phrase que il y avait toutes les femmes avec mon profil avaient pu avoir des enfants à la fin, il m'avait dit j'ai une phrase importante, c'est patience et persévérance. Un beau message d'espoir. Exactement. Et moi, c'est exactement ça que j'ai gardé en tête pour tenir sur ces 1 an et demi de parcours. Merci Émilie pour votre témoignage. Je suis sûre que votre histoire pourra aider de nombreuses personnes. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Émilie. Si ce témoignage vous a inspiré ou touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit sur En quelques mots.